Donc voilà, moi je suis Julien Le Collinet, je travaille à la Société du Canal de Provence. Donc je me place aujourd'hui plutôt du côté du gestionnaire comme la CACG a présenté donc avant. Voilà, donc je travaille sur des aménagements hydro-agricoles depuis plus de 25 ans, enfin ouais, quelque chose comme ça. Et ça fait une quinzaine d'années que j'ai intégré en fait des données spatiales et notamment des images pour mieux comprendre ce qui pouvait se passer lorsque j'étais confronté à raisonner sur des problèmes d'aménagement, donc gestion de ressources, comprendre où vont ces ressources, qu'est-ce qui est irrigué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, je vais présenter différentes choses. Je vais présenter un petit peu la SCP pour comprendre nous comment on se positionne, quelles sont nos problématiques et comment en fait on a décidé d'essayer d'intégrer la télédétection. Je présenterai quelques cas sur comment on essaye d'introduire en fait des informations issues de la télédétection sur nos métiers, en particulier sur la vigne et le lavandin, et puis quelques points sur les perspectives. Donc voilà, la SCP, c'est un opérateur régional, une SAR, Société d'aménagement régional. On a été créé il y a 60 ans avec une mission d'aménagement du territoire provençal pour amener de l'eau aux territoires provençaux pour différents usages. Donc c'est des usages industriels, amener de l'eau brute à des collectivités, et puis aussi en particulier apporter de l'eau pour l'irrigation des cultures. Donc un système multi-usage qui s'étend, comme vous pouvez le voir là sur cette carte, sur une grande partie du territoire provençal. Bon, le territoire provençal, il est très sec, hein, c'est un peu l'image qu'on a, mais c'est aussi un peu vrai. Différentes cultures. Actuellement, c'est une aire d'influence agricole de 75 000 hectares. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom d'aire d'influence agricole? C'est-à-dire que potentiellement, en fait, il y a 75 000 hectares qui peuvent être irrigués directement parce qu'il y a une borne qui permet à l'eau d'arriver à 75 000 hectares. Mais les gens n'irriguent pas toujours, surtout les gens qui font de la viticulture. Voilà. Voilà. Il y a un potentiel, par contre, de 240 000 hectares sur l'ensemble de la concession. Puisque notre mission d'aménagement, elle n'est pas arrêtée, elle continue avec des demandes qui sont très importantes. Alors, où est-ce qu'on se situe? Donc là, je fais un graphe là, qui montre en bas le temps et on croise l'espace et le temps pour monter un petit peu. Alors, il y a un pointeur là-dessus. Ça doit être ça. Voilà. Quelles sont nos problématiques? Où est-ce qu'on se situe? Voilà. On va pouvoir parler de gestion stratégique des ressources en eau au niveau du bassin versant, donc ça peut être de l'annuel ou de l'interannuel, hein, de gestion des stocks. On va parler de gestion tactique qui va peut-être être au niveau entre la décade, le mois, peut-être un peu la saison, donc là ça va être plus au niveau du système ou du bloc d'irrigation. Donc là on va avoir des questions qui vont être liées au dimensionnement des réseaux par exemple, ou à la gestion des pointes. Et puis après, on va descendre aussi sur du pilotage opérationnel qui peut descendre au niveau de la ferme éventuellement et à la parcelle. Et là, on va donc descendre sur des pas de temps qui vont être inférieurs à la décade, ça va être du journalier, éventuellement de l'horaire, puisque nous, au-delà de gérer donc les ressources en eau sur tout le territoire provençal, on va aussi fournir du conseil aux irrigants, puisque nous sommes donc opérateurs d'un système, mais nous sommes aussi une société et nous donnons du service aux agriculteurs. Donc voilà, on va avoir des problématiques, et puis tout ça se parle hein, sur le long de cette grande diagonale de l'eau, puisque une compréhension assez fine de ce qui se passe ici permet de remonter, de comprendre quelles sont les problématiques qu'on peut avoir ici, pour après avoir peut-être une meilleure optimisation, une meilleure vision donc sur cette gestion stratégique. Bon, donc par rapport à ça, quand on parle de ces questions-là, la télédétection qui apporte donc des images en fait et de l'information au niveau spatial va être très utile. Voilà. Donc en 2015, il s'est passé un truc assez génial, c'est qu'il y a Copernicus qui est arrivé, qui a apporté donc des images pas loin de tous les 5 jours, avec une échelle très intéressante, puisque ce pixel à 10 mètres a quand même révolutionné beaucoup les choses. Alors, nous, nos grandes questions sont que font nos mètres cubes? Donc, les mètres cubes qu'on va prélever, notamment donc sur les systèmes du Verdon ou de la Durance,
Et deux questions. Où vont-ils et que font-ils? Donc la question où vont-ils, c'est essayer de faire une cartographie de ce qui est irrigué et de ce qui ne l'est pas. On a nos aires d'influence, on dit voilà, on a 75 000 hectares, mais où est-ce que chaque année, qui va aller irriguer, où est-ce que c'est irrigué? Donc ça, c'est une des grandes questions qu'on cherche à laquelle on cherche de répondre. Et puis, que font-ils? Donc caractériser l'irrigation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être plutôt de l'amandier? Est-ce que ça va être plutôt de la vigne, du maïs, autre chose? Et donc voilà, ça c'est les deux questions. Donc ça nous amène à essayer de faire deux produits principaux, qui vont être donc des cartes d'irrigation. Est-ce que c'est irrigué, est-ce que ça ne l'est pas, et des cartes d'occupation du sol, mais qui vont être quand même un peu plus poussées, qui vont répondre à nos cultures. Alors, je vais faire un focus sur l'irrigation de la vigne. Donc, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est en grand développement. Le grand futur de nos aménagements, les très grosses demandes que l'on a donc aujourd'hui et les gros problèmes que l'on a au niveau des réseaux, ils sont liés donc avec cette activité de l'irrigation de la vigne. Alors, donc concernant la détection de l'irrigation de la vigne, on a travaillé là depuis 3 ans avec des stagiaires et puis des personnes après qui ont été un peu plus pérennisées, et en lien avec Nicolas et Valérie justement pour nous aider un petit peu à trifouiller ces chaînes Iota 2, ces indices pour essayer de comprendre comment on pouvait appliquer tout ça pour en sortir quelque chose. Donc voilà, on utilise les chaînes Iota 2 principalement donc avec des images optiques. On travaille pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous donnent donc tous ces différents indices. Et puis donc on fait de la classification supervisée en intégrant une base de données de vérité terrain d'environ 150 jusqu'à 200 hectares de vignes, en caractérisant de l'irrigation et de la non-irrigation. Alors voilà, et c'est pas parce que on voit un tuyau comme ça dans un champ que ça va être irrigué, puisque l'irrigation de la vigne c'est particulier. Donc voilà, on réussit à avoir des cartes comme le montrent ces images là, des cartes donc qui montrent l'irrigation de la vigne ou pas, donc avec en bleu des pixels irrigués et en jaune des pixels non irrigués. Alors, par rapport à cette détection de l'irrigation de la vigne, on a des précisions qui tournent autour de 70%. Ça va varier en fonction des années avec une bonne détection de la vigne irriguée. Bon, il y a encore du travail, et puis il y a une grande question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est satisfaisant 70% ou pas, et ça jusqu'ici on ne sait pas encore dire. Donc on a des résultats intéressants, mais qui sont affectés par la pluviométrie, des années pluvieuses. On voit que ça marche pas aussi bien que voilà. La vigne, quand même, à la différence du maïs, le maïs, effectivement, comme le montrait Marie, au mois de mars, il y a rien, c'est labouré, puis après ça pousse. Voilà, la vigne, elle est là et elle va être verte et aussi verte qu'elle soit irriguée ou pas. Donc voilà. Ça demande un travail très complexe aussi de collecte de vérité terrain, et ça nous pose des problèmes d'organisation, de temps et de vérification. Autre chose concernant donc la détection de l'irrigation de la vigne. Après, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas de savoir juste c'est irrigué, ça ne l'est pas, mais c'est après de quantifier et de dire c'est tant d'hectares qui sont irrigués, parce que derrière, comme le fait la CACG, on va mettre donc en perspective les mètres cubes qu'on sait qui ont été apportés sur cette zone-là avec les surfaces pour après avoir des indicateurs. Bon, et là, ça devient compliqué, comme on le montre, comme on peut voir là sur ce tableau. Qu'est-ce qui se passe? Donc sur un secteur bien précis là, et pour des questions de police de l'eau, je vais surtout pas vous dire où c'est, parce qu'il faudrait pas que des gens se fassent repérer comme irrigants alors qu'ils doivent pas le faire. Donc quand on prend par exemple les déclarations du RPG sur cette zone-là, on va parler de 3400 hectares. Quand on fait notre occupation du sol, donc qui est un peu, je veux dire, OZO amélioré en fait avec des recettes de la SCP, on arrive à détecter 6400 hectares. Et puis quand on fait tourner la chaîne OZO, on arrive à 3700 hectares. Et quand on pose la question en fait aux gestionnaires, aux responsables aussi du domaine de l'AOC, ils nous donnent encore un autre chiffre. Alors bon,
Ça, c'est problématique parce que c'est aussi la limite du pixel à 10 mètres. Si on déborde et on va prendre les haies, on va prendre la route, bah voilà, ça fait quand même beaucoup de surface en plus. Une haie et puis une vigne, ça se ressemble beaucoup. Donc voilà, ça, on a quand même des problématiques là-dessus. Donc voilà, il y a la question du découpage vectoriel des résultats. On va sortir des images pixelisées qui vont nous dire c'est irrigué ou ça l'est pas, ou c'est de la vigne ou ça ne l'est pas. On essaye de lisser tout ça, mais quelque part, quand on va recouper, on a vraiment besoin d'avoir un contour parcellaire pour pouvoir après tirer des chiffres qui soient significatifs. Bon, les contours du RPG, ils sont incomplets. Donc ça nous pose un problème. Les contours cadastraux, alors ils peuvent être imprécis et puis sont incorrects, puisque voilà, sur différents parcelles cadastrales, on va avoir différentes vignes ou pas, et puis où la vigne va s'arrêter ou pas. Enfin bon, il n'y a pas que la vigne. Donc voilà, donc ça c'est une des problématiques sur lesquelles on travaille, sur la nécessité d'avoir un référentiel de contours parcellaires. Donc on est en train d'en développer avec des passages en aéroportée, mais voilà, ça coûte très cher, on ne peut pas couvrir tout notre territoire. J'ai encore un peu de temps. Bon, je vais vous parler d'une autre culture maintenant, qui est la culture du lavandin. Alors, le lavandin, vous le connaissez tous dans vos toilettes, puisque ça va donc apporter beaucoup de parfums. On fait beaucoup d'huile essentielle donc sur le plateau de Valensole pour différents usages. Donc c'est une culture qui est emblématique de la culture dans les terrains secs, mais qui est de plus en plus irriguée, notamment sur le plateau de Valensole. Et nous, on a en tant que gestionnaire une très grande demande pour aller développer, apporter l'eau sur pas loin de 5000 hectares sur le nord du plateau de Valensole. Donc cette connaissance de l'irrigation du lavandin nous titille. Donc on a essayé de bricoler, de chatouiller, je sais pas quel mot dire, pour essayer de comprendre comment la télédétection pouvait nous être utile sur ce lavandin. Alors on peut le voir là sur cette matrice de confusion qu'on réussit assez bien à distinguer le lavandin, puisque voilà on est autour de 90%. Donc ça marche bien. Après, on a essayé de trouver des corrélations entre tous les différents indices qui pouvaient sortir, les réponses végétales. On a aussi tout un grand projet Regain là où on suit beaucoup de parcelles. On a des tensiomètres, on a des dendromètres pour essayer de suivre donc l'évolution du végétal. Et puis on s'est dit, comme toujours, on revient avec la grande diagonale que je vous montrais. Ce qu'on voudrait, ce serait avoir des informations localement et puis essayer de remonter à l'échelle d'après pour mieux comprendre tout notre territoire. Bon, on trouve pas grand-chose, faut être honnête, mais on va s'y mettre bientôt pour aller creuser tout ça. Voilà, donc là on a différentes courbes avec beaucoup d'indices donc qu'on peut calculer, où on voit donc en bleu des parcelles irriguées et des parcelles non irriguées. Bon, ça donne pas grand-chose, c'est très discutable. On pourrait y passer beaucoup de temps. On a travaillé sur ces questions d'humidité du sol. Là, on avait sur ces courbes-là, il y avait donc le travail qui est fait donc par le CES, l'humidité du sol. On avait différentes parcelles qui étaient donc qu'on connaissait bien, qu'on suivait, qui étaient irriguées, non irriguées. Et puis on a essayé de voir si on pouvait avoir une corrélation avec ces indices d'humidité du sol qui sont renseignés, et puis les apports hydriques. Donc, sur les apports hydriques, là, c'est la somme de ce qui est précipitation et irrigation. Bon, là aussi, c'est assez discutable. On voit sur la première partie là du cycle de végétation que le lavandin irrigué, il se comporte de la même manière que le non irrigué. Bon, c'est pas très très concluant pour l'instant. Voilà. Donc quelle perspective? Alors, ceci dit, malgré ces conclusions qui peuvent être pas très concluantes, on est convaincu, et moi le premier, que voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire avec la télédétection. On veut intégrer nos données issues de la télédétection avec nos approches d'intelligence artificielle pour la gestion des réseaux. On a un gros projet qui s'appelle REMU, Réseau d'eau intelligent multi-usage, où on fait tourner beaucoup de choses d'intelligence augmentée sur tous nos réseaux, avec énormément de données terrain. On a un parc de compteurs connectés, on a
plein de points. Donc voilà, on mouline tout ça. Et donc la télédétection, et notamment créer des cartes donc de détection de l'irrigation et d'occupation du sol, sont des données d'entrée pour notre système. Bon, après voilà, il faut qu'on puisse couvrir notre territoire de manière exhaustive et puis avoir une certaine qualité. On voudrait travailler sur le stress hydrique des cultures et optimiser, essayer de titiller toutes ces questions de besoin en eau. Hein. Et c'est irrigué, ça ne l'est pas, ou c'est du lavandin ou de la vigne, c'est une chose. Mais après, comprendre et faire le lien et dire, bah voilà, c'est là ici on est en souffrance, on est en stress hydrique, ou il y a trop d'eau qui est amenée. C'est des questions qu'on se pose. Faire le lien entre les données de télédétection et les données terrain. On a beaucoup de choses, voilà, on a des tensiomètres, on a des dendromètres, on a beaucoup de vérités terrain, on a plein d'informations, on a des compteurs connectés qui nous disent effectivement tous les quarts d'heure et tous les jours combien est consommé. Après, on ne sait pas exactement derrière le compteur s'il y a 1 hectare ou s'il y en a 2. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a des questions d'humidité du sol aussi. On a beaucoup d'informations sur l'humidité du sol en profondeur. On voudrait bien faire le lien avec l'humidité de surface. Et puis, dernière chose, on voudrait aussi intégrer différentes échelles. On peut avoir des données issues de moyens à très haute résolution. On a des informations aéroportées, hein, puisque pour certains clients, donc quand on est dans une activité de service, on commande, on fait des vols aéroportés pour avoir des informations très précises sur les pieds de vigne. Et faire le lien entre ça et autre chose pour remonter sur cette diagonale de l'eau, c'est des choses qu'on voudrait essayer d'intégrer. Alors pourquoi finalement pour continuer à assurer notre mission d'intérêt général de gestion efficiente des ressources en eau sur le territoire régional. C'est notre mission. C'est une grande question importante, hein, où l'eau vaut plus que l'or en Provence. Donc voilà, si on a réussi à avoir une meilleure connaissance de tout une meilleure caractérisation de la consommation de l'eau à la parcelle, eh bien on va peut-être pouvoir guider mieux pour utiliser au mieux ces ressources en eau. Et puis aussi pour proposer des services répondant aux besoins des territoires, en particulier pour une irrigation de résilience face au changement climatique. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de l'aide, hein, et donc à la parcelle, voilà, on a des réponses aussi à pouvoir apporter. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps.